rassurant, bah, c'était un peu c'était un peu la force tranquille avant celle d'un candidat électoral. Et donc c'était plus marrant de se concentrer sur les deux méchants qui étaient un peu Laurel et Hardy, disons, physiquement en tout cas. Et puis Maestro, moi les gens que j'avais vus avec une barbe dans la vraie vie, ils avaient une barbe jusque-là, donc j'avais fait un espèce de petit savant qui avait une barbe jusqu'aux genoux. En fait, assez proche du Maestro tel qu'il est dans la toute dernière série sur laquelle je n'ai pas participé. Et Albert m'avait dit, mais moi je veux vraiment une barbe beaucoup plus imposante parce qu'il va sortir plein de trucs de sa barbe et il faudrait la rallonger pour avoir quasiment une barbe sur pattes. Voilà, on est parti après un peu de tâtonnement graphique et d'aller-retour de dessin. Et puis bon, il y a eu des petits aménagements. Le Nabo, au début, je lui ai fait des cheveux noirs et un peu frisés. Et puis il m'a dit, mais ça, on va me dire que c'est un maghrébin pour un personnage négatif. Je veux absolument pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et puis c'est un peu le storyboardiste en chef qui s'appelait Philippe Landreau, qui avait bossé avec Paul Grimaud, enfin les grands noms de l'animation, qui a débloqué un peu la situation en disant mais oui, mais s'il a ce côté diablotin, pourquoi on ne ferait pas des cheveux un peu qui évoqueraient des flammes? Et donc bon, ça c'est un personnage qui a évolué aussi. La question, en hauteur peut-être pour changer? Justement, je vais regarder pour monter un peu. Toujours participer. J'essaie de faire des déplacements possibles. Il faut le remercier quand même. J'en parle. Merci. C'est vrai. J'avais une question pour les couleurs. Comment vous décidiez, vous avez parlé des pots de peinture que vous aviez numérotés, donc vous étiez limité, mais est-ce que vous faisiez d'abord, vous avez les fonds, vous saviez que vos personnages devaient être telle ou telle couleur pour être mieux vus, ou comment vous avez travaillé votre rapport à la couleur? Parce qu'il était une fois la vie, vous dites vous-même, c'est rouge, c'est rose, mais à chaque fois on voit vos personnages, ils ressortent et on arrive à tout lire dans l'ensemble. Comment vous travaillez ça? Moi, j'ai beaucoup collaboré avec Jean, quand même, parce que quand il commençait à dessiner son personnage, même s'il était au trait, il avait quand même une idée de ce que ça allait être. Et il avait beaucoup plus de conversations avec Albert Barillier que moi j'en avais avec Albert Barillier. Donc ça passait d'abord par lui, et en fonction des personnages, on essayait de trouver un équilibre. Et puis, ce qui a été dur, c'est que dans les séries historiques, où il y avait énormément de couleurs, énormément de documentation, il fallait qu'il y ait une harmonie, et l'harmonie était difficile. Plus il y avait de couleurs, moins il y avait de possibilités d'harmonie. Donc ça a été des recherches avec comme du lavis sur du papier, et on présentait ça à Albert Barillier, et quand il était d'accord, et que la série commençait, après ça devenait beaucoup plus technique, et c'est là que rentraient en jeu les pivots, peintures, et tout comme ça. Au démarrage, c'est quand même beaucoup plus libre, et puis après on s'adapte avec le plan technique, et ça devient le travail des équipes de couleurs. Et moi, j'étais plus dans ce jeu-là. Je l'ai fait au démarrage, ce qui m'a permis de comprendre comment on le faisait. Et après, par la suite, il y avait une chef couleur qui avait 50 coloristes. On appelait pas ça des coloristes, des gaucheurs. On appelait ça des gaucheurs, et après, c'était un travail quand même qui était assez répétitif. Tout ce travail qui est en dehors des recherches est un travail très répétitif, obligatoire pour qu'il y ait le film à la fin, mais j'étais bien contente d'être plutôt au début. Mais ça se faisait beaucoup entre Jean et moi, les couleurs. On va avoir le temps pour une ou deux dernières questions. Du coup, qui a encore une question ici? Levez bien la main. Alors du coup, on va prendre monsieur, et si jamais on a encore le temps, on aura votre question. Question rapide, monsieur le médecin. Déjà, merci d'être là, puis merci pour été une fois la vie, parce que c'est pas tout à fait innocent dans vos choix de carrière. Donc, moi, ça me rendait complètement dingue de voir toutes ces cellules qui communiquent entre elles, et
ça me rend toujours dingue. Et aujourd'hui, je suis cancérologue et puis c'est toujours dans les cellules et c'est génial. Bref, justement, pour l'été une fois la vie, comment ça se passait par rapport au côté scientifique pour les thèmes, pour dire la véracité des thèmes, pour s'assurer qu'on ne disait pas de bêtises au niveau scientifique, que ce soit pour l'été une fois la vie, mais est-ce qu'il y avait des médecins qui travaillaient sur le storyboard En fait, Albert, je pense qu'il écrivait un premier jet où il y avait une histoire qui se développait, et en fonction de tout ce qu'il avait pu lire sur le sujet qu'il voulait traiter, soit il parlait d'une maladie, soit il parlait de la manière dont fonctionnait un organe. Et en fonction de tout ce qu'il avait lu, il essayait de faire quelque chose le plus juste possible. Et puis, par la suite, il avait effectivement une galerie ou tout au moins un panel de spécialistes auquel il faisait lire l'épisode, et puis en fonction, si des fois, soit il avait mal à appréhender le fonctionnement de tel ou tel organe, il pouvait apporter des retouches, mais il fallait effectivement qu'il y ait quelqu'un qui valide le côté scientifique et que la vulgarisation ne soit pas trop simpliste, ou que vraiment les grandes lignes du fonctionnement soient justes. Et une fois que ça c'était bon, on nous envoyait le script et à nous d'essayer de rendre ça visuellement sympa, et puis que tout puisse fonctionner graphiquement. En tout cas, moi j'ai une petite anecdote que je tiens à dire un peu à tout le monde. Oh oui, une anecdote à Froda. Parce qu'elle nous a concernés vraiment très fort tous les deux, et très fort par rapport à la série. Excusez-moi, non, c'est vrai. Une cascade qu'on a ratée. Voilà comment on passe inaperçu. Hein. Oui, alors, mon anecdote, ça concernait Il était une fois la vie. Il y a eu donc ce dessin animé sur lequel on a bossé, et on a appris des choses que vous avez appris vous en fac. Et après, il y a eu des fascicules qui sont sortis, des fascicules imprimés sur les différentes parties du corps, le cœur, le squelette, le cerveau, etc. Jean est tombé très malade, et moi j'ai eu à nouveau affaire à vous, avec vos paroles, avec les descriptions de la maladie, etc. Et j'y arrivais pas trop, enfin je ne savais pas trop comment aller là-dedans. Nous avons une fille qui s'est précipitée un jour à l'atelier. Dans l'atelier, on a un atelier à 10 mètres de notre maison, et est redescendue avec le fascicule qui concernait le problème qu'il avait, la moelle osseuse. On a relu le fascicule et j'ai compris davantage ce qu'il y avait dans ce fascicule que les paroles des professeurs dans l'hôpital. Et j'ai trouvé, et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ça avait sûrement eu un impact sur les gens, ça. Cette vulgarisation de la science, de l'histoire, de tout ça. Bon, une petite anecdote intime, hein. Ça fait du bien de repenser à ça. Et ce sera malheureusement la dernière question. Merci. Oh, merci encore une fois. C'était trop long. Merci.